Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Lindsay Collard et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Nous tenons à remercier le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses de nous avoir aidés à organiser cette séance aujourd'hui. Quelques points d'ordre administratif. Si vous avez des problèmes techniques avec le Zoom, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses et il nous fera un plaisir de vous assister. L'événement aujourd'hui est en direct, alors il sera également enregistré. Les diapositives ainsi que l'enregistrement sera disponible sur leur site Web après le webinaire. Sans plus tarder, laissez-moi vous introduire les conférenciers pour aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Dr. Jesse Peppenberg, qui est un professeur adjoint de pédiatrie et membre associé du département d'épidémiologie, de biostatique et de santé au travail de l'Université McGill. Le Dr. Peppenberg est également un membre votant du Comité consultatif national de l'immunisation, qui élabore des recommandations sur le vaccin au Canada. Nous voulons également accueillir la Dr. Robin Harrison, qui travaille en tant que spécialiste de maladies infectieuses chez les adultes à Edmonton et est consultante provinciale en maladies transmissibles pour le programme de santé et sécurité au sein de services de santé de l'Alberta. Et finalement, nous avons le Dr. Philippe DeWalls, professeur retraité du département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval et Institut national de santé publique du Québec. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, la présentation aujourd'hui est les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation sur l'allongement des intervalles entre les doses et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19. Prochaine diapositive. Vous pouvez voir à l'instant les déclarations d'intérêt de nos conférenciers. Et pour vous donner un bref aperçu de la présentation, nous allons tout d'abord vous donner un aperçu du CCNI. Nous allons par la suite discuter de l'analyse de l'efficacité des vaccins contre la COVID-19. Par la suite, adresser la modélisation des effets des vaccins contre la COVID-19. Et finalement, nous allons discuter des recommandations du CCNI. Et nous aurons aussi une période de questions et réponses si le temps nous le permet. Sans plus tarder, je vais passer la parole au Dr. Jesse Peppenberg. Merci beaucoup, Lindsay. Donc, on va commencer avec un aperçu du CCNI. En premier, on va se mettre un peu dans le contexte pandémique, c'est-à-dire et reconnaître que l'intervention du Canada par rapport à la pandémie vise surtout à réduire au minimum le risque de maladies graves et de décès, tout en atténuant les perturbations sociales entraînées par la pandémie de la COVID-19. Et je pense qu'on est tous d'accord ici que les vaccins vont jouer un rôle très important afin d'atteindre cet objectif. Et le Canada possède un des systèmes d'approbation des vaccins les plus robustes, rigoureux, fiables et éprouvés au monde. Maintenant, le CCNI développe des recommandations par rapport à l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 dans un contexte de manque de stock. Et ces recommandations sont ensuite transmises aux gouvernements provinciaux et territoriaux et c'est à eux de décider de la distribution de ces vaccins dans leur territoire. Alors, Santé Canada, la première étape, c'est que Santé Canada autorise l'utilisation des produits de santé, donc des vaccins contre la COVID-19, en fonction des données scientifiques par rapport à leur innocuité, leur efficacité, ainsi qu'à la qualité du produit, et continue de réglementer les produits après leur autorisation. Le CCNI, qui relève à l'Agence de santé publique du Canada, formule des recommandations sur l'utilisation de ces vaccins une fois qu'ils sont autorisés. Et le CCNI fait ça en fonction des données scientifiques de l'efficacité et l'innocuité, mais aussi en fonction de l'épidémiologie de la maladie au Canada.
Et finalement, comme on l'a mentionné, ce sont les provinces et les territoires qui déterminent comment leurs programmes de vaccination sont implantés et comment sont distribuées les doses dans leur territoire. Et là, si on compare un peu encore l'organisme de réglementation, donc Santé Canada et le CCNI, Santé Canada a vraiment comme but d'autoriser des indications d'utilisation particulière d'un produit. Et elle est basée sur la qualité, mais aussi sur les données immunogénicité, efficacité et innocuité. Mais cette perspective, cette priorité est vraiment au niveau de l'individu. En contraste, le CCNI fait ses recommandations de stratégie de vaccination pour favoriser la santé des Canadiens. Elle essaie de le faire dans le contexte d'une utilisation optimale du produit pour les programmes publics et la santé de la population, mais aussi en tenant compte des besoins de l'individu. Bien que les deux organismes utilisent toutes les données précliniques, les données des essais cliniques randomisés, les renseignements du fabricant, la surveillance post-commercialisation et toutes les données scientifiques sont à leur disponibilité, le CCNI, en plus de ça, doit tenir en compte le contexte des considérations de santé publique, y compris les programmes et les produits vaccinaux qui sont déjà existants, ainsi que l'épidémiologie locale de la maladie. Alors, qu'est-ce que le CCNI? C'est un organisme consultatif externe de l'Agence de la santé publique du Canada qui, à partir des données probantes, élabore les conseils sur des vaccins dont l'utilisation est approuvée au Canada. Le CCNI est composé d'experts dans les domaines nécessaires afin de pouvoir élaborer ces conseils. Les conseils du CCNI sont publiés sous forme de déclarations et toutes les déclarations du CCNI sont résumées dans le Guide canadien de l'immunisation et qui est disponible sur le site web du CCNI. Maintenant, dans le contexte de la pandémie, les premiers vaccins contre la COVID-19 ont été approuvés en décembre 2020 et le CCNI, très rapidement par la suite, a commencé à fournir des lignes directrices afin de guider leur utilisation ainsi que des guides directrices basés par rapport aux intervalles entre les doses de vaccins. En janvier 2021, le CCNI a recommandé de prolonger l'intervalle jusqu'à 6 semaines. En février, le CCNI a été demandé d'aborder les questions d'approvisionnement et de logistique et comment l'augmentation des intervalles pourrait être introduite dans ce contexte. Et c'est en mars 2021 que le CCNI a produit une première déclaration en forme de réponse rapide sur les intervalles entre les doses. Et la déclaration complète, avec toutes les explications qui ont motivé ces recommandations, a été publiée en avril de 2021. Afin de pouvoir produire ces recommandations, les recommandations en fait ont été discutées et élaborées lors de réunions qui incluaient tout le comité du CCNI. Et dans ces réunions, les données probantes provenant de toutes les sources disponibles ont été passées en revue, incluant des études évaluées par les pairs, des études avant pré-publication, ainsi que des études de cohorte de différents endroits à travers le monde. Et juste pour vous donner une idée des considérations principales par rapport aux décisions sur la prolongation des intervalles. Donc, il y avait premièrement certainement l'efficacité potentielle et l'efficacité réelle, donc le effectiveness sur le terrain de cette première dose, la durée de la protection après la première dose, l'effet de la prolongation de l'intervalle entre la première et la deuxième dose sur la réponse immunitaire et l'efficacité du vaccin, l'effet d'une vaccination plus rapide d'un plus grand nombre de personnes, l'effet potentiel sur les variants préoccupants, l'effet sur certains groupes prioritaires ou à risque de la population, la modélisation des données et bien sûr, tout ça est toujours fait dans un contexte systématique d'évaluation de l'éthique, l'équité, faisabilité et acceptabilité de la prolongation de l'intervalle.
Donc maintenant, on va passer à des résumés des données sur l'efficacité potentielle dans les études randomisées et l'efficacité réelle sur le terrain des vaccins contre la COVID-19 et leur effet sur la transmission. Bon, une petite revue de ce qu'on entend par efficacité potentielle. Ça, c'est le degré d'efficacité potentielle d'un vaccin dans un essai clinique, donc sous les conditions optimales d'un essai randomisé contrôlé. Quel a été l'estimé de l'efficacité vaccinale à prévenir un issue, une maladie en particulier. Et on va voir aussi que les issues ne sont pas toujours pareilles dans les différentes études. L'efficacité réelle, en fait, là, on parle de effectiveness ou l'efficacité sur le terrain, donc le degré d'efficacité potentielle du vaccin dans des études observationnelles, donc lors de l'implantation de programmes de vaccination dans différents endroits. Immunogénicité, ça, c'est la mesure de la réponse immunitaire du vaccin. Donc, on entend par là, il y a certainement l'immunité humorale, les cellules B qui produisent des anticorps qui sont, eux peuvent être quantifiés par des tests sanguins, ainsi que l'immunité cellulaire. Donc, on parle surtout de cellules T, et ces tests-là aussi peuvent être effectués sur des prélèvements sanguins et de voir la réponse des cellules T aux différents stimulus antigéniques. Toutefois, c'est important de comprendre que jusqu'à présent, on n'a pas encore établi un corrélat de protection, c'est-à-dire il n'y a aucune mesure de prise de sang en termes de niveau d'anticorps ou d'immunité cellulaire qui détermine précisément si un individu est protégé ou pas. Donc, l'interprétation de ces études d'immunogénicité, bien qu'elles soient très utiles, demeure quand même difficile. Bon, regardons maintenant les essais cliniques et leurs estimés de l'efficacité potentielle des vaccins qui ont été homologués au Canada. Bon, l'efficacité potentielle en termes d'un programme de 2 doses de vaccin, une série de 2 doses de vaccin pour prévenir une infection symptomatique, et c'est l'issue qui a été évaluée principalement, ou l'issue principale qui a été évaluée dans les essais randomisés. On voit que les 2 vaccins à ARN messager, donc celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna, ont une efficacité estimée d'environ 94 ou 95 pour réduire le risque d'infection symptomatique chez les personnes qui ont reçu le vaccin versus ceux qui ont reçu le placebo. Pour ce qui est du vaccin d'AstraZeneca, donc développé en conjonction avec l'Université Oxford, qui est un vaccin vecteur viral adénovirus, il y a les études principales initiales montraient qu'overall, il y avait une efficacité de 63%. Et ensuite, parmi les participants chez qui on avait prolongé l'intervalle entre les 2 doses à 12 semaines ou plus, l'efficacité avait été estimée à 81% pour le vaccin AstraZeneca. On a un peu d'informations sur une étude qui avait été principalement effectuée aux États-Unis par communiqué de presse seulement. Les données sont disponibles pour l'instant et l'efficacité du vaccin AstraZeneca pour prévenir l'infection symptomatique avait été évaluée à 76% dans cette étude. Maintenant, pour ce qui est, encore une fois, l'efficacité potentielle dans le contexte des études randomisées de la première dose ou d'une dose de vaccin pour prévenir l'infection symptomatique comparativement à un placebo, le vaccin de Pfizer-BioNTech a été estimé qu'à partir de 14 jours après la première dose et jusqu'à l'administration de la deuxième dose, on a une efficacité de 92%. Et ça, c'est basé sur une analyse secondaire qui avait été effectuée par 2 Canadiens, Danuta Skoronski et Gaston Dessert, et publiée par la suite dans le New England Journal of Medicine. La FDA a fait une analyse secondaire de l'essai clinique de Moderna et eux ont évalué que après 14 jours après ma première dose et pour ceux qui ont reçu qu'une seule dose, l'efficacité du vaccin Moderna était 92%.
pour l'essai clinique d'AstraZeneca, entre jour 22 et jour 90, donc après cette première dose, efficacité de 76%, alors que le vaccin à vecteur adénovirus, celui de Janssen ou de Johnson & Johnson, ne requiert qu'une seule dose dans sa série vaccinale et l'efficacité clinique a été évaluée dans un essai randomisé à 66% pour une seule dose, 28 jours après cette première injection. Maintenant, pour ce qui est de prévenir une infection asymptomatique, on a quand même des données qui sont peut-être moins robustes, mais quand même intéressantes. Pour le vaccin Moderna, une première dose, on a estimé que le vaccin protège à 61% contre une infection asymptomatique. AstraZeneca, ça a été évalué dans le contexte de, et juste pour dire, une note pour l'étude sur le vaccin de Moderna, c'est parce qu'on a quand même fait des écouvillons sur les participants avant qu'ils reçoivent leur deuxième dose à 28 jours d'intervalle de la première. Donc, c'est comme ça qu'on a évalué les infections asymptomatiques. Pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, il y avait un écouvillonnage nasopharyngé régulier et hebdomadaire. Et dans l'étude principale, on a vu une efficacité de seulement 2% pour prévenir une infection asymptomatique, donc pas vraiment d'effet observé pour cette issue. Mais il faut noter que beaucoup de ces souches-là étaient des variants. Donc, ça se peut que selon le contexte de variant, le vaccin AstraZeneca ait une meilleure efficacité pour prévenir les infections asymptomatiques, reste à voir. Pour ce qui est de Janssen, ce vaccin à dose unique, on a fait une sérologie pour la protéine de la nucléocapside au 71e jour et c'est comme ça qu'on a évalué s'il y avait une séroconversion d'infection naturelle et non pas due à la vaccination, puisque le vaccin évoque une réaction immunitaire à la spicule et non pas à la protéine de nucléocapside. Et pour ce qui est du vaccin de Johnson & Johnson, on évalue la protection à 66% pour l'infection asymptomatique sur cette autre méthode, principalement sérologique. Maintenant, l'efficacité potentielle de ces vaccins contre les variants préoccupants, on sait que dans les derniers mois, il y a eu émergence de différents variants avec augmentation de la contagiosité et potentiellement augmentation de la sévérité de la maladie. Pour ce qui est du vaccin de Pfizer, 100% efficacité en Afrique du Sud, donc dans le contexte du variant B1351. AstraZeneca, malheureusement, efficacité très faible, presque nulle contre le variant sud-africain qui a été vu dans l'étude randomisée. Janssen, on garde un peu l'estimé de 66% en termes d'efficacité potentielle contre les formes modérées à graves de la maladie, 28 jours après cette unique dose. Et cet estimé n'a pas beaucoup varié dans les différents lieux géographiques qui avaient une différente distribution des différents variants. On parle du Brésil avec le variant P2 et l'Afrique du Sud avec le variant B1351. Donc, ça semblerait garder une efficacité contre ces variants qui est quand même intéressante. Maintenant, les études observationnelles et l'efficacité réelle sur le terrain. Ces études, il y en a qui sortent à presque tous les jours. Ils se fondent vraiment sur des programmes de vaccination qui sont déjà mis sur pied. Et les études sur une dose, en général, portent pour l'instant sur un court laps de temps entre la première et la deuxième dose. Par exemple, des études qui émanent de l'Israël et des États-Unis, où est-ce que le programme était vraiment respectait les consignes du manufacturier par rapport à l'intervalle de 3 ou 4 semaines pour les vaccins ARN messagers. Mais on a des informations sur le terrain d'une plus longue intervalle qui viennent du Royaume-Uni, qui avait un intervalle jusqu'à 3 mois entre les deux doses, que ce soit ARN messager ou vaccin vecteur viral, ainsi que des données du Québec et de la Colombie-Britannique.
Et ces études-là évaluaient différents tissus. Certains évaluaient seulement l'infection symptomatique, d'autres évaluaient l'infection asymptomatique. Parfois, c'était juste PCR positif, donc un issue combiné des cas symptomatiques et asymptomatiques. Certains avaient la puissance pour évaluer des différences en termes d'hospitalisation ou de décès. Et finalement, il y a eu des études qui ont essayé de regarder plus directement la transmission. Maintenant, quel devis d'études on utilise pour ces études sur le terrain? Certaines fois, on va utiliser des données administratives qui ont été appariées ou liées. Donc, l'utilisation des résultats de tests de laboratoire, des registres d'immunisation et parfois aussi des dossiers médicaux des patients ou d'hospitalisation. Certaines de ces études-là étaient des cohortes, donc on incluait toutes les personnes qui étaient dans certaines bases de données administratives. D'autres étaient des cohortes appariées, c'est-à-dire où est-ce qu'on cherchait à matcher des personnes qui avaient été vaccinées à des personnes qui n'avaient pas été vaccinées, basées sur certaines caractéristiques qu'on pensait pourraient influencer l'efficacité vaccinale. Il y a aussi le devis test négatif que vous connaissez peut-être parce que ça fait partie de l'évaluation annuelle des vaccins antigrippaux au Canada et ailleurs dans le monde. Et c'est dans ce devis, on compare les taux d'immunisation parmi les individus qui ont un test négatif pour le SRAS-CoV-2 versus ceux qui ont un test positif pour le SRAS-CoV-2. Et c'est sûr que il y a aussi des cohortes de personnes qui ont été bâties spécifiquement pour évaluer l'efficacité vaccinale de personnes qui sont régulièrement dépistées pour le SRAS-CoV-2 afin de voir s'il y avait une différence entre les personnes vaccinées ou pas. Et chacun de ces devis a ses forces en termes de vitesse de pouvoir produire des résultats qui sont analysables et potentiellement valides. Et aussi, mais il y a aussi potentiellement des biais dans chacun de ces études, de ces types d'études observationnelles, parce qu'il peut y avoir des différences entre les personnes vaccinées et non vaccinées, des différences entre les personnes qui se font tester et qui ne se font pas tester. Donc, ça demeure quand même des études observationnelles avec tous les biais potentiels qui sont là-dedans. Les populations étudiées aussi ont différé entre les différentes études. On voit qu'il y a eu plusieurs études sur les travailleurs de la santé. Certains parmi eux avaient été régulièrement dépistés, soit par méthode PCR ou sérologie. Des résidents de centres de soins de longue durée. Encore là aussi, certaines études incluaient des tests réguliers. Certains qui ont eu lieu pendant une éclosion, donc un contexte épidémiologique particulier. Des adultes, des aînés qui habitaient dans la communauté, la population générale ou bien la population de patients hospitalisés. En résumé, ces données sur l'efficacité réelle sur le terrain, ce qu'on a vu avec le vaccin AstraZeneca, une dose, principalement des données venant du Royaume-Uni, c'est que ça prévient l'infection symptomatique et asymptomatique entre 58 à 68 % et aussi une réduction de 80 % dans le risque d'hospitalisation. Pour ce qui est de 2 doses, on n'a pas encore des données sur le schéma de 2 doses avec le vaccin AstraZeneca sur le terrain. Le vaccin Janssen, on a une étude qui démontrait une réduction sur le terrain de 77 %, donc une efficacité de 77 % pour le vaccin. Les vaccins ARN messagers, une seule dose ou la première dose, on a une réduction entre 60 à 80 % de maladies symptomatiques ou infections asymptomatiques. Et c'est sûr qu'il y a quand même un range d'estimés qui a été produit jusqu'à présent. Et je pense qu'il y a une partie de ça qu'on a été quand même capable de voir que certains biais dans certaines études vont soit sous-estimer ou potentiellement surestimer l'efficacité vaccinale. Mais très rassurant, c'est que les estimés pour l'hospitalisation sont quand même assez stables, autour de 80 % de réduction
réduction d'hospitalisation et 85% de réduction de décès avec cette première dose. Le vaccin ARN messager 2 doses, là, on voit que la réduction est vraiment très intéressante aussi, à 90 à 95% en termes d'infection symptomatique ou asymptomatique, donc très proche des études randomisées. Hospitalisation, réduction de 93 à 96%, même chose pour la mortalité, donc très intéressant comme résultat. Et si justement, j'en ai fait allusion dernièrement, mais si on compare un peu l'efficacité potentielle versus l'efficacité qui a été observée sur le terrain, on voit avec le vaccin AstraZeneca que cette efficacité potentielle à 2 doses était de 66 à 76%. On se le rappelle, une dose, 77%. Et ce qu'on a vu sur le terrain d'une efficacité d'une dose, on tourne autour de 60 à 70% effectivement 14 jours après la vaccination. Pour ce qui est de Janssen, tel que mentionné, la seule étude à avoir évalué l'efficacité sur le terrain avait démontré une efficacité de 77%, donc semblable ou même peut-être supérieure à celle de l'étude randomisée. Pour les vaccins ARN messagers, on se rappelle que l'efficacité potentielle à 2 doses était de 94 à 95% pour infection symptomatique dans les essais randomisés, alors que l'efficacité réelle est juste en dessous de ça, à 90 à 95% si on censure les 14 premiers jours après la vaccination. Pour ce qui est de l'efficacité potentielle à 1 dose, on se rappelle la réanalyse des études Moderna et Pfizer qui montraient une efficacité à 92% pour cette première dose si, encore une fois, on censure les 14 premiers jours après la première dose jusqu'à cette deuxième dose. Et l'efficacité réelle a été, telle que mentionnée, dans l'ordre de 60 à 80%. Et ça dépend aussi de quelles sont les issues qu'on regarde et les populations étudiées. Mais pourquoi est-ce qu'on voit que l'efficacité réelle semble être plus faible que les efficacités reportées dans les études randomisées? Bon, c'est sûr que les études observationnelles incluent des sujets qui n'ont pas été compris dans les études sur l'efficacité potentielle, incluant peut-être des populations qui ont une moins bonne réponse à 1 ou 2 doses vaccinales. Donc, que ce soit les personnes en centre de soins de longue durée, potentiellement des personnes avec un statut immunitaire compromis. Et dans ces études, le cas d'infection symptomatique sont souvent combinés avec les cas d'infection asymptomatiques parce qu'on parle souvent de données basées sur les résultats de tests PCR. Et à ce moment-là, on sait que l'efficacité contre l'infection asymptomatique est moins bonne et elle n'est pas décortiquée dans la façon qu'elle avait été faite dans les études randomisées, alors que les études randomisées, vraiment, leur issue principale était une infection microbiologiquement confirmée, mais symptomatique. Les sujets vaccinés peuvent changer leur comportement et augmenter leur risque d'exposition. Ça, j'imagine que c'est peut-être aussi vrai dans les études randomisées, mais reste quand même que les études randomisées sont beaucoup plus structurées et il y a vraiment un suivi de ces sujets, alors que là, on voit que c'est l'effet dans la vie de tous les jours ou sur le terrain. Autre considération d'ordre méthodologique au sujet des données de l'efficacité réelle, il peut y avoir certaines études où on avait vraiment un court laps de temps entre la première et la deuxième dose lors de certaines de ces études-là qui pourraient peut-être sous-optimiser, ou est-ce que peut-être la réponse immunitaire était sous-optimale. Il y a aussi l'utilisation de résultats qui apparaissent plus tard que le début des symptômes. On a mentionné que pour vraiment évaluer l'efficacité de la première dose de vaccin, il ne faut pas tenir compte des 2 premières semaines après l'injection parce qu'on n'a pas encore monté une réponse immunitaire adéquate. Donc, les infections qui apparaissent durant ces 2 premières semaines devraient être tenues à l'écart de l'analyse. Toutefois, si on utilise, par exemple, comme issue, le PCR positif, bon, ça se peut que la personne ait été testée seulement qu'elle a été testée au jour 17, mais que son infection et que son début de symptômes ait eu lieu durant ces 2 premières semaines. Alors, ça, c'est un biais potentiel pour certaines des études observationnelles. Et finalement, dans certaines des études, on a vu qu'il y avait une incidence en baisse dans la collectivité. Donc, peut-être que le risque d'exposition chez les personnes vaccinées et non vaccinées pourrait varier dans le temps. Et s'il y avait une différence dans les distributions de ces 2 groupes, ça pourrait introduire un biais potentiel.
Finalement, on va parler un peu de la transmission, comme l'évaluation de la transmission. Les facteurs qui influent la transmission potentielle dans la communauté, bon, la prévention d'une infection symptomatique, telle que confirmée par test PCR, c'est certain. Prévention d'une infection asymptomatique, on sait qu'il y a une proportion importante de transmission qui est causée par des infections présymptomatiques ou asymptomatiques. Si l'infection, toutefois, n'est pas complète, si la protection, pardon, n'est pas complète contre une maladie ou une infection, ça se peut quand même que la transmission puisse être diminuée si le vaccin donne une protection partielle et que la charge et l'expression du virus est plus faible chez l'individu vacciné mais infecté. Et ça se peut aussi que la durée de particules virales, de l'expression de particules virales transmissibles soit plus courte chez les personnes vaccinées plutôt que non vaccinées. Encore une fois, quand on parle d'infection, des facteurs qui influent la transmission, il faut tenir compte non seulement de la réduction des infections symptomatiques, mais aussi l'importance de la réduction des infections asymptomatiques. Et ce tableau résume un peu les données connues là-dessus, telles que décrites plus tôt. Mais 2 études ont évalué la transmission elle-même d'une façon plutôt épidémiologique. Une première basée sur la distribution des vaccins Pfizer et AstraZeneca en Écosse, soit 1 ou 2 doses, et on notait une transmission plus faible dans les ménages de travailleurs de la santé vaccinés comparativement aux travailleurs de la santé non vaccinés. On ignore toutefois si c'est parce que les travailleurs de la santé n'ont pas été infectés ou si c'est parce que les travailleurs de la santé qui avaient été infectés n'ont pas été en mesure de transmettre l'infection. On ne le sait pas parce que les travailleurs n'étaient pas testés de façon systématique s'ils étaient asymptomatiques. Ensuite, en Angleterre, encore une évaluation Pfizer et AstraZeneca, et la plupart des participants n'avaient reçu qu'une seule dose. Et ce qu'on a observé, c'est que la probabilité de la transmission dans le milieu familial était de 40 à 50 fois plus faible, 40 à 50% plus faible parmi les ménages dans lesquels les cas index ont été vaccinés 3 semaines auparavant et après avoir été testé positif, comparativement aux ménages où est-ce que le cas index n'avait pas été vacciné. Donc, si on résume un peu les considérations relatives aux décisions sur la prolongation de l'intervalle telles qu'on avait discuté dans une des premières diapositives, l'efficacité potentielle et l'efficacité réelle de la première dose semblent se situer entre 60 et 80% de l'efficacité réelle, plutôt, avec certains estimés qui sont plus faibles et d'autres qui sont plus élevés. Mais de façon importante, les hospitalisations semblent être réduites de 80% après cette première dose. La durée de la protection après la première dose, les données canadiennes ainsi que les données du Royaume-Uni nous permettent de dire qu'on a des suivis jusqu'à 12 semaines et on n'a pas observé une baisse dans l'efficacité vaccinale avec le temps suivant la première dose. La modélisation, les données d'efficacité potentielle sont de 90 jours pour l'AstraZeneca au minimum. Et on sait aussi dans les principes de vaccinologie et notre expérience avec l'hépatite A et le virus du papillome humain, que l'efficacité de la première dose de plusieurs vaccins multidoses dure 6 mois ou plus. Mais c'est un élément qu'il faut absolument poursuivre la surveillance afin de confirmer la durée de l'efficacité vaccinale. Est-ce que la prolongation de l'intervalle entre la première et deuxième dose a un effet sur la réponse immunitaire et l'efficacité potentielle du vaccin? Bon, on pense en fait que cette prolongation peut amener une meilleure maturation des cellules B mémoire et donc une réponse plus forte et plus durable. Et c'est ce qu'on a observé dans l'étude randomisée d'AstraZeneca où l'efficacité potentielle était plus élevée avec les personnes qui avaient reçu un intervalle de 12 semaines entre les 2 doses. C'est sûr qu'on va parler beaucoup, Dr. DeVos va parler de l'effet d'une vaccination plus rapide d'un plus grand nombre de personnes et les bienfaits au niveau populationnel, non seulement direct et indirect.
on ne connaît pas l'effet de l'intervalle plus prolongé sur les variants préoccupants, mais on pense par exemple que si on réussit à avoir des stratégies qui mènent à une transmission plus faible parce qu'on vaccine plus de personnes avec leur première dose, en fait, ça, en théorie, ça devrait réduire l'apparition de variants parce que ça leur donne moins de chances moins il y a d'infections, moins il y a de chances d'évolution virale et d'émergence de variants. L'effet sur certains groupes de population, on commence à avoir de plus en plus de données sur l'immunogénicité pour les adultes plus âgés et certains sujets ayant des problèmes médicaux sous-jacents. Et le CCNE est en train d'évaluer ça en ce moment. Mais il n'y a aucun corrélat de protection. Donc, même si l'immunogénicité peut sembler plus basse dans certaines populations, on ne connaît pas comment ça se traduit en termes de protection vaccinale. Finalement, la modélisation des données telle que va être présentée par le Dr. Devals et l'éthique, équité, faisabilité et acceptabilité de la prolongation d'intervalle a aussi été évaluée et Dr. Harrison va nous en parler un peu aussi. Donc maintenant, je cède la parole au Dr. Philippe Devals qui va nous parler des effets de l'allongement des intervalles. Merci. Oui, m'entendez-vous? Oui. Alors, je vais vous parler de la modélisation qui a été faite par une équipe de l'Agence de santé publique du Canada en lien avec ce qu'on vient de dire. Diapositive suivante. D'abord, pour vous dire que l'allongement de l'intervalle est une mesure temporaire dans un contexte de circulation importante de la transmission et dans un contexte d'approvisionnement difficile en vaccins. D'ailleurs, certaines provinces, le Québec notamment, est en train déjà de réfléchir à modifier les allongements et éventuellement raccourcir les intervalles. L'intervalle, bien sûr, l'allongement de l'intervalle a été fait dans une optique de santé publique où il fallait assurer un équilibre entre la protection individuelle et la protection du plus grand nombre. Diapositive suivante. La modélisation a été faite, ce qu'on appelle un modèle comportemental déterministe dynamique, c'est-à-dire il y a des compartiments, différents groupes d'âge qui transitent de susceptibles, on est susceptible à l'infection, on s'infecte. Une fois qu'on est infecté, on va, après une petite période durée d'incubation courte, être contagieux. Éventuellement, on va devenir malade, on devient symptomatique. Certains malades vont devenir plus malades et vont requérir une hospitalisation. Certains vont aller en soins intensifs et malheureusement, une proportion va en mourir. Et une fois que, si on guérit, par contre, on devient résistant, immun, et on ne risque plus d'attraper la maladie dans une période, disons, entre 6 mois et 1 an. On verra les données plus tard, si ça se confirme plus longtemps. Ces boîtes, il y a des transitions, et la durée de séjour dans les boîtes et la vitesse de transition d'une boîte à l'autre, et les probabilités de transmission, sont en fait issues soit de données basées sur des essais cliniques ou des données d'observation dans la littérature. Par exemple, la durée d'incubation, c'est à peu près combien ça dure, là, quelques jours. On peut également déterminer les paramètres en fonction d'opinions d'experts lorsqu'on n'a pas beaucoup d'idées de quelle est la valeur réelle. Et finalement, on fait ce qu'on appelle des ajustements, c'est-à-dire on force le modèle à refaire ce qui s'est passé dans le passé, et ça permet, disons, de déterminer quel est le jeu de paramètres qui permet de mieux reproduire ce qui s'est passé, et donc éventuellement qui permettrait de mieux prédire ce qui se passerait dans le futur. Ce modèle avait été développé pour
prédire ce qui allait se passer en fonction, pour guider les autorités de santé publique. Et lorsque les vaccins sont arrivés, bien sûr, on a ajouté des états qui étaient: on reçoit une première dose, on est partiellement protégé, on vient d'en parler, on reçoit une deuxième dose, on est mieux protégé, et éventuellement, ceux qui ont reçu une première dose, si on augmente l'intervalle, ben, on va perdre de la protection, tandis qu'après 2 doses, la protection probablement va être de plus longue durée. Alors ça, c'est un peu le modèle. Je reviens à la diapositive, les principales hypothèses, c'était que toutes les provinces commençaient par vacciner les plus anciens, les plus vieux, les plus vulnérables, et puis petit à petit, on revenait à des populations plus jeunes. Et donc, les temps d'attente variaient en fonction de l'âge. Les couvertures vaccinales, 65%, 80%, bien sûr, ce sont des hypothèses. On s'aperçoit maintenant, par exemple, au Québec, que c'est plus que 80%, heureusement. Les capacités de vaccination avaient été donc déterminées, et on avait modélisé dans cet exercice une 3e vague qui serait arrivée débuter le 1er avril 2021. Diapositive suivante. Alors, on va pas, disons, ce qui est important ici, c'est de dire, on a repris ce qui vient d'être dit comme les valeurs, c'est-à-dire 80% d'efficacité. Ici, c'est un modèle qui est surtout ajusté, surtout fait pour les vaccins ARM, donc 90% contre la maladie, avec, bien sûr, on va faire varier ça en fonction de différentes hypothèses, un peu moins, un peu plus. Efficacité contre la maladie symptomatique après 1 ou 2 doses, c'est un peu les valeurs qu'on a repris, on ne va pas y revenir, mais il faut dire que ce qui est important dans ce modèle, ça va être le différentiel d'efficacité entre la première et la deuxième dose, parce que c'est là que se faire le questionnement, qu'est-ce qu'on gagne en espaçant. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est le premier résultat, et c'est peut-être le plus intéressant, c'est les modèles de base avec toutes les hypothèses les plus probables. Et si vous regardez la colonne de gauche, les infections asymptomatiques, donc dans le modèle de base, l'intervalle est fixé à 6 semaines. Donc, c'est déjà un peu plus que les intervalles qui sont recommandés par les fabricants, 21-28 jours pour les 2 vaccins ARN. Si on regarde les maladies symptomatiques, on voit que si on allonge à 12 semaines, on va prévenir dans le modèle pour 100 000 personnes à peu près 600 quelques infections, maladies. Si on l'allonge à 16 semaines, donc on espace plus, on améliore la performance et on prévient plus de cas, on arrive à quelque chose comme 800, et on arrive à 1000 si on espace à 24 semaines. Même chose pour les hospitalisations, la colonne du milieu, et on retrouve le même pattern, le même patron pour les décès, la colonne de droite. Diapositive suivante. Ici, c'est quel est l'effet en fonction des groupes d'âge. Et ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que pour les maladies, l'espacement procure le plus de bénéfices aux jeunes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui doivent attendre le plus. Donc, si on espace et ça permet d'en vacciner plus, ils vont en bénéficier. Donc, c'est un effet intéressant pour les jeunes. Par contre, à colonne de droite, si on regarde les décès, on va s'apercevoir que pour les décès, c'est surtout les plus âgés qui vont profiter d'un espacement. Et ça, c'est parce que les jeunes ne meurent pas et ce sont les vieux, les plus âgés qui meurent. Et donc, c'est eux qui bénéficient le plus de cet espacement. C'est un peu logique. Diapositive suivante. Ici, c'est que se passe-t-il si, disons, après une dose, on a une efficacité moindre. Ici, on regarde les hospitalisations à gauche et les décès à droite. Parce que ça, c'est critique. Si l'efficacité d'une dose est proche
de celle de 2 doses, l'espacement va beaucoup procurer. Et on voit que si, petit à petit, si on passe d'une efficacité de 85 à 50% après une dose, donc on modifie l'efficacité de la première dose sans modifier de l'efficacité de la deuxième, on voit que les bénéfices diminuent, ce qui est logique. Et pour les décès, on pourrait même avoir des effets pervers si l'efficacité est très très basse contre les décès, parce que pour les personnes très âgées, à ce moment-là, il vaudrait mieux donner 2 doses rapidement que de donner une dose qui ne protège pas contre les décès. Ça, c'est un peu le message. Diapositive suivante. Deuxième analyse de sensibilité dans le modèle de base, on estime que la protection conférée par la première dose allait durer et diminuer progressivement sur une période d'1 an. Si on passe à 6 mois et si on passe à 3 mois, on voit que les gains diminuent, ce qui est logique. Si l'efficacité de la première dose s'étiole, s'érode au fil des mois, plus on étale, moins c'est bon. Diapositive suivante. Alors, bien sûr, ce modèle a des limites. Ça ne représente pas certains groupes de population, par exemple les personnes immunosupprimées, ce n'est pas pris en compte. La simulation de la 3e vague, ben, on a simulé ce qui pouvait se passer. Maintenant, on s'aperçoit que ça a été très différent d'une province à l'autre, cette 3e vague. Les variants préoccupants ne sont pas pris en compte, mais ce qui est mis là, c'est probablement valable pour les principaux variants qui circulent actuellement, les cellules, enfin les lignées traditionnelles et le variant britannique. On n'a pas pris en compte la transmission dans les milieux de soins, les établissements de longue durée, ça n'a pas été pris en compte, et on ne tient pas compte des capacités hospitalières dans cette modélisation. Diapositive suivante. En résumé, les études montrent que les intervalles allongés, d'un point de vue populationnel, permettent de mieux réduire le fardeau de la maladie, que les intervalles les plus longs sont en général les plus bénéfiques, que les avantages découlant principalement de l'accélération de la protection partielle chez les adultes de 20 à 74 ans, et jusqu'à présent, ça c'est le dernier point, c'est qu'on ne connaît pas bien quel serait le juste, le meilleur, l'idéal dans l'intervalle. Les fabricants ont fait les essais randomisés sur la base d'intervalles très courts, 21-28 jours pour les 2 vaccins ARM, mais ça c'était pour donner un maximum de protection le plus rapidement possible dans un contexte où il fallait aller vite. Par contre, il y a des études qui montrent, et on sait très bien ça, c'est connu pour les vaccins, que si on allonge l'intervalle, c'est meilleur, ça donne une meilleure réponse immunitaire, une meilleure protection. Ça a été montré pour le vaccin AstraZeneca, on en a parlé. Probablement 4 mois, ce n'est pas l'idéal, c'est probablement un peu trop long. Quel va être le juste milieu? On est en train de regarder, mais on n'a pas encore des données qui permettent de dire quel serait le juste équilibre entre la protection à court et à long terme. Ça dépend aussi des variants, ça dépend aussi de l'épidémiologie de la maladie. Diapositive suivante. Il y a eu d'autres études qui ont été faites et tout allait dans le même sens. Toutes les études que j'ai vues passer là-dessus, très sophistiquées, moins sophistiquées, des calculs sur le coin d'une table arrivaient au même résultat. L'allongement est une mesure efficace pour diminuer le fardeau de la maladie dans le contexte de pénurie des vaccins et de circulation du virus. Voilà. Alors, après avoir examiné les données disponibles, le CCNI a l'habitude d'appliquer un cadre qui englobe les 4 éléments suivants: éthique, équité, faisabilité et acceptabilité. Et si vous souhaitez savoir plus sur ce cadre, il a été publié dans Vaccin 2020.
La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, le CCNE applique un cadre rigoureux d'IFA, on dit IFA au CCNI, pour prendre des décisions et formuler des recommandations en tenant compte des éléments suivants, éthiques. Alors, pour la prolongation des intervalles, le rapport risque-avantage penche en faveur de la prolongation de l'intervalle entre les doses, surtout compte tenu de lourds fardeaux qui représentent la maladie. Envisager d'offrir la deuxième dose à un intervalle plus court si la personne a déjà donné son consentement. Équité permet à un bien plus grand nombre de personnes admissibles d'être vaccinées plus rapidement, améliore l'équité à comparer avec la situation où on laisse des groupes importants à risque non protégés pour des périodes plus longues. Certaines personnes seront infectées avec une seule dose, alors qu'elles ne l'auraient pas été si elles avaient reçu la deuxième, bien que la forme de la maladie puisse être plus légère. Faisabilité, le même nombre de doses doit être administré avec un intervalle prolongé comparativement à un intervalle standard, alors ce n'est pas un problème. Acceptabilité, pour limiter au maximum les répercussions négatives possibles sur la confiance du public de l'emploi non conforme à l'étiquette des vaccins contre la COVID-19 et de l'évolution des recommandations. Une communication transparente et claire est importante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, maintenant, les recommandations du CCNI. Voici sur la prochaine diapositive, vous voyez les fermes recommandations du CCNI. Selon les nouvelles données probantes sur la protection conférée par la première des 2 doses des vaccins contre la COVID-19 actuellement autorisées au Canada, le CCNI recommande que, compte tenu de l'approvisionnement limité en vaccins contre la COVID-19 et de la poursuite de la pandémie en cours, les provinces et les territoires optimisent le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de la première dose de vaccin en prolongeant l'intervalle entre les deuxièmes doses jusqu'à 4 mois après la première. Mais la deuxième dose devrait être proposée le plus rapidement possible après que les groupes admissibles sont vu offrir la première. La priorité étant accordée aux personnes qui sont le plus à risque de contracter la forme grave de la COVID-19 ou d'en mourir. Les personnes vaccinées avec 1 ou 2 doses doivent continuer à appliquer les mesures recommandées par la santé publique à ce moment. Le CCNI continuera de suivre les données probantes sur l'efficacité réelle ou sur le terrain d'une seule dose après un intervalle prolongé et modifiera les recommandations s'il y a lieu. Diapositive prochaine, s'il vous plaît. Alors, en sommaire, les messages clés. La CCNE a publié sa déclaration complète le 7 avril, c'était après la réponse rapide le 3 mars, en fournissant des résumés détaillés et une analyse des données probantes pour appuyer la recommandation de prolonger jusqu'à 4 mois l'intervalle entre la première et la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. La prolongation des intervalles entre les doses de vaccin contre la COVID-19 optimisera le déploiement plus rapide de vaccins aux fins de la protection de la population, en permettant en bien un plus grand nombre de personnes de se protéger contre les formes graves de la COVID-19 grâce à la première dose. Les provinces et les territoires peuvent choisir de raccourcir l'intervalle entre la première et la deuxième dose dans certains groupes de population, compte tenu de la situation épidémiologique locale, des facteurs locaux concernant l'approvisionnement et la santé publique et des nouvelles données. L'efficacité réelle des vaccins contre les variants préoccupants sera également suivie de près, surtout à mesure que la prévalence des variants augmentera au Canada. Maintenant, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, voici, j'aimerais juste vous montrer, voici, vous pouvez trouver les recommandations du CCNI sur les vaccins contre la COVID-19. Et si vous voulez trouver les détails, s'il vous plaît, vous pouvez aller à recommandations, vous pouvez faire le clic sur recommandations, mais ensuite, vous avez la rationnelle qui suit et c'est important de regarder en tout pour voir des détails parce qu'il y a beaucoup là-dedans. Prochaine diapositive, s'il vous plaît.
Et si vous voulez, vous pouvez abonner-vous aux mises à jour du Guide canadien de l'immunisation et aux publications du CCNI si vous n'avez pas déjà. Et à l'époque du COVID-19, c'est une bonne idée parce que, comme vous connaissez bien, la situation évolue rapidement. Prochaine diapositive. Et avec ça, nous voulons vous remercier pour votre attention et pour votre temps aujourd'hui. Et merci. J'aimerais remercier encore une fois nos conférenciers, le docteur Papenburg, la docteure Robin Harrison et le docteur Philippe De Waals pour la présentation aujourd'hui. Nous avons reçu une question en ligne, le docteur Papenburg. Maintenant que l'approvisionnement des doses de vaccins au Canada est bon, pourquoi ne pas recommander un intervalle là, un peu plus court, tel que recommandé dans les essais cliniques, notamment pour les groupes à risque de mortalité élevée? Oh, c'est la question qui est sur les lèvres à tout le monde, je pense, et certainement sur laquelle se penche non seulement le CCNI en ce moment, mais aussi les différentes les provinces et les territoires, tels que mentionné par le Dr De Waals. Effectivement, on est à veille de vraiment recevoir beaucoup plus de vaccins et on est à veille d'avoir réussi à effectuer ce qu'on voulait faire à travers la modélisation, c'est-à-dire de protéger premièrement les personnes qui sont à plus haut risque et ensuite avec la première dose et ensuite une bonne partie de la population générale afin de conférer aussi une protection indirecte à tout le monde. Et en venir à bout de cette troisième vague qui vraiment est très importante dans certaines parties du pays. Donc, c'est le moment de se poser la question, quels sont les groupes spéciaux ou les populations en particulier qui bénéficieraient le plus de cette deuxième dose d'une façon plus rapprochée? Et comment prendre ces décisions? En fait, on a mentionné le fait qu'il y a effectivement des études d'immunogénicité qui démontrent qu'il y a certaines sous-populations qui ne semblent pas répondre aussi bien à la première dose. On parle en particulier des personnes qui ont un statut immunitaire qui est compromis de façon significative, comme les récipiendaires de greffes d'organes solides ou de greffes hématologiques, mais aussi peut-être certaines populations des aînés, en particulier les aînés au-dessus de 80 ans, qui soient dans la communauté ou dans les centres de soins de longue durée. Donc, je pense que vous allez voir justement dans les jours et les semaines qui suivent, alors que justement notre capacité de vacciner augmente énormément, que ces personnes-là vont recevoir leur deuxième dose le plus rapidement possible. Et à fur et à mesure qu'on réussit à donner la première dose à la plus grande partie de la population, je crois que les provinces et les territoires, ainsi que le CCNI va émettre des recommandations plus précises pour certains groupes à risque. Philippe, ton micro. Oui, je pourrais éventuellement ajouter, parce qu'on est en train d'en discuter dans toutes les provinces, au Québec en particulier. L'objectif, pour le moment, le standard, c'est 4 mois entre les 4 fois 4 semaines, 16 semaines. Et les rendez-vous sont faits en fonction de ça. L'objectif reste toujours une première dose au maximum de personnes le plus rapidement possible. Ça reste pour diminuer le fardeau de la maladie. On vient d'autoriser le vaccin pour les 12-15 ans. Donc, on anticipe de vacciner ce groupe-là. Donc, ça va aussi pomper les doses. On a commencé la revaccination au Québec et probablement dans d'autres provinces, déjà des personnes qui avaient été les premières vaccinées en décembre
les CHSLD, les travailleurs de la santé, les plus exposés ont déjà reçu leur deuxième dose. Ma fille a déjà reçu sa deuxième dose. On regarde par exemple dans les RPA, c'est calme pour le moment, malgré le fait qu'ils ont reçu une dose. Là. On a eu quelques petites éclosions, mais ça reste incomparable à ce qu'on avait vu avant. Donc, ça reste sous contrôle. On n'a pas beaucoup, pour les personnes les plus jeunes, on n'a pas beaucoup, même plus âgées en santé, on n'a pas beaucoup d'indices que la protection est en train de s'effondrer. Donc, on peut garder le cap avec l'espacement. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée massive des doses fin juin, début juillet, on anticipe de raccourcir, à passer de 4 à 3 pour tout le monde. Et bien sûr, comme on l'a mentionné, il y a certaines catégories de personnes pour lesquelles le 4 mois est loin d'être idéal. Mais je ne crois pas qu'on va retourner aux 21-28 jours qui, pour moi et pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans le domaine du vaccin, n'est pas du tout un intervalle idéal. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Et Philippe, vous avez mentionné que justement avec l'approbation de l'homologation des vaccins, du vaccin Pfizer pour les enfants de 12 à 15 ans inclusivement, c'est peut-être un peu plus tôt qu'on s'attendait. Est-ce que c'est un bon problème? Et je parle en termes en tant que pédiatre. Est-ce qu'on doit justement prioriser ces enfants-là qui contribuent, qui font quand même une partie importante des infections durant la troisième vague, peut-être plus importante que dans la première et la deuxième? Ou est-ce qu'on doit prioriser d'autres personnes à risque pour leur deuxième dose? Parce que les enfants n'étaient pas inclus dans la modélisation de l'Agence de la santé publique. C'est compliqué parce que tout le monde est prioritaire. J'ai un petit-fils de 13 ans, là, donc je suis dans le cas. On a chacun nos biais. C'est vrai que le gros paquet de la transmission, c'est probablement, ça reste les jeunes adultes qui voyagent, qui se déplacent et qui respectent plus ou moins bien les mesures de protection individuelle. Les ados, c'est un problème. Les éclosions dans les écoles, c'est l'enfer une fois que ça part dans les écoles. Et l'arrêt à fermeture des classes, des écoles, c'est ingérable. Donc, ce qu'on anticipe éventuellement, ce serait pour les ados, là, les 12-18, le groupe qui n'est pas encore ciblé, ce serait éventuellement, si on a les doses, si le temps est beau, ce serait de les vacciner avant de partir, parce qu'on sait que la vaccination en milieu scolaire est beaucoup plus efficace en termes de couverture vaccinale que d'amener les jeunes au CHSLD ou bien au centre de vaccination. Ça a été démontré hors de tout doute. Donc, idéalement, ce serait d'offrir une première dose avant le départ, juste dans la dernière semaine de juin, là, un premier blitz. Éventuellement, certains pourraient être vaccinés durant l'été. Éventuellement, à la rentrée, la deuxième dose. Là, ça, ce serait un scénario intéressant, mais c'est en discussion. Le temps maintenant, c'est plus facile qu'il était il y a quelques semaines passées parce qu'on a beaucoup de vaccins, ça vient. Et la recommandation maintenant de CCNI, c'est pour donner les deuxièmes doses aussi vitement que possible pour toutes les populations. Alors, chaque province, territoire, il organise maintenant pour les populations prioritaires pour donner la deuxième dose aussi vitement possible. Alors, actuellement, au Canada, on est en bonne position maintenant. C'est vraiment meilleur que c'était juste quelques semaines de passé. Merci à vous. Et j'aimerais prendre le temps de remercier également là, le CCNMI et les conférenciers d'aujourd'hui. Merci pour votre présentation. Malheureusement, nous sommes à court de temps. Cependant, le CCNMI organisera d'autres webinaires liés au vaccin de la COVID-19. Pour consulter l'enregistrement, les diapositives d'aujourd'hui,
veuillez consulter le site web du CCNMI. Et à votre départ, nous vous demandons de remplir une évaluation pour nous aider à mieux guider notre approche concernant les webinaires. Et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Alors, encore une fois, merci à vous, aux conférenciers, et merci à tous d'avoir participé.